Willie Edwards a passé plus de 30 ans à se déplacer dans le bassin de l'Atchafalaya comme s'il s'agissait d'une extension de son propre corps. Le marais n'était pas quelque chose qu'il visitait, c'était quelque chose qu'il habitait. Au fil des ans, il a affronté des alligators massifs qui auraient pu déchirer son bateau. S'est approché à quelques centimètres de bouches de coton enroulées et prêtes à frapper et a survécu à des tempêtes qui ont englouti le ciel et effacé tout sens de l'orientation. Rien de tout cela ne l'a jamais ébranlé. Cette confiance calme et inébranlable lui a valu la réputation d'être l'un des chasseurs de marais les plus intrépides du sud de la Louisiane. Mais par un matin brumeux de la fin du mois de septembre, Willie a rencontré quelque chose qui lui a ôté toute certitude. Le brouillard est lourd sur l'eau suffisamment épais pour transformer le monde en un étroit tunnel gris. La visibilité tombe à peine à 20 pieds dans toutes les directions, et au-delà, tout se dissout dans le néant. Willie fait avancer son bateau au ralenti, se fiant non pas à la vue, mais à la mémoire et à l'instinct. Il connaît ses canaux comme certains hommes connaissent les rues d'une ville, chaque virage et chaque danger immergé étant gravé dans son esprit par des décennies d'expérience. Il avait posé ses lignes ici l'après-midi précédent, dans une partie oubliée du bassin que la plupart des chasseurs évitaient. L'accès était difficile, et les chenaux étroits étaient encombrés de genoux de cyprès et de troncs d'arbres coulés, capables d'arracher la coque d'un bateau imprudent. Ce danger était précisément la raison pour laquelle Willie préférait cet endroit. Moins de gens sortaient par là. Les alligators étaient plus vieux, plus intelligents, plus difficiles à attraper. Chasser ici se sentait mérité. Il était en train de vérifier sa troisième ligne lorsque quelque chose dans l'eau l'a arrêté net. Au début, il n'arrivait pas à identifier ce qui n'allait pas. La surface scintillait étrangement, captant la faible lumière de l'aube d'une manière qui ne correspondait pas au lent mouvement du courant. Willie coupa le moteur, laissant le bateau dériver, pendant qu'il étudiait l'anomalie. Son instinct lui disait que ce n'était pas naturel, ce n'était pas une nappe d'huile. Il en avait vu beaucoup au fil des ans des résidus de moteurs ou de ruissellements industriels lointains. C'était différent. L'eau elle-même semblait modifiée, presque vivante. Des teintes irisées tourbillonnaient à la surface, se déplaçant et se repliant les unes sur les autres comme si elles obéissaient à des règles distinctes de celles du marécage. Puis il a remarqué que quelque chose flottait en son centre. Pendant de longues secondes, son esprit refusa d'accepter ce que ses yeux voyaient. La forme n'était pas la bonne. Trop grande, trop irrégulière. Elle ne correspondait à aucun animal qu'il connaissait vivant ou mort. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale alors que la reconnaissance lui échappait complètement. Le faisceau traversa le brouillard et éclaira la chose dans l'eau et son souffle se bloqua douloureusement dans sa gorge. Il était énorme, mesurant facilement 15 pieds de long, mais ce n'était pas un alligator. Son corps était pâle, presque translucide par endroits, et sa surface était texturée d'une manière qui défie toute description. Il n'était pas écaillé, mais il n'était pas lisse non plus. Il semblait pris entre deux états, ni tout à fait une chose, ni tout à fait une autre. Certaines parties du corps semblaient se décomposer, la chair se relâchant et s'assombrissant, tandis que d'autres avaient l'air étrangement fraîche, presque nouvellement formée. C'était comme si la créature avait vécu plusieurs moments de décomposition à la fois. Willie pouvait distinguer ce qui aurait pu être des membres, mais leur disposition violait tout ce qu'il comprenait de l'anatomie. Il y avait trop d'articulations, des courbes qui se tordaient à des angles impossibles, des structures qui n'auraient pas du tout dû supporter le mouvement. C'est alors que l'odeur lui parvint. Ce n'était pas la pourriture familière des marais, l'odeur avec laquelle il avait grandi et qu'il avait appris à ignorer. C'était tout autre chose, un mélange écœurant de produits chimiques tranchants et de pourriture organique qui lui brûlait les yeux et lui retournait l'estomac. Willie remonta son bandana sur son nez et sa bouche s'étouffant en luttant contre l'envie soudaine de vomir. Tous ses instincts lui hurlent de partir, démarrer le moteur, faire demi-tour et ne jamais regarder en arrière. Mais il ne pouvait pas bouger. L'horreur l'ancrait sur place mêlée à une fascination morbide à laquelle il ne pouvait échapper. Il avait vu la mort sous toutes les formes que la nature pouvait offrir des corps décomposés par l'eau, la chaleur et le temps. Ce n'était pas cela. Cela semblait faux à un niveau fondamental, comme si le marais lui-même rejetait ce qui flottait devant lui. Les mains tremblantes, Willie sort son téléphone. Il lui faut une preuve, quelque chose de solide. Il soulève l'appareil et prend une photo. Lorsqu'il a regardé l'écran, son estomac s'est effondré. Il n'y avait rien, juste du brouillard, de l'eau, du vide, du néant gris. Il essaya encore. Différents angles, différents réglages.
Chaque image montrait la même chose, une étendue vierge de bayou, où la créature existait clairement sous ses yeux. La déconnexion entre la réalité et l'écran envoya une vague de peur à travers lui, plus forte que tout ce qu'il avait pu ressentir jusqu'à présent. Ce n'était pas seulement étrange, c'était impossible. Ses mains tremblaient violemment lorsqu'il baissa le téléphone. Son cœur claquait contre ses côtes assez fort pour qu'il se demande s'il ne risquait pas d'attirer l'attention de la chose. La créature n'avait pas bougé, mais plus Willy la fixait, plus des détails troublants apparaissaient. Ce qu'il avait d'abord pris pour des blessures se révéla être des ouvertures dans la chair qui exposaient des structures internes différentes de tout ce qu'il avait reconnu. Il y avait des motifs incrustés dans le tissu des lignes et des formes qui semblaient délibérés, presque comme des symboles ou des circuits. Ce n'était pas de la biologie aléatoire. Cela suggérait une intention, un dessein. Willy détache son regard haletant. Il devait appeler quelqu'un, il avait besoin d'aide. Mais que pouvait-il dire? Qu'il avait trouvé quelque chose d'impossible, quelque chose qui refusait d'exister sur la caméra, quelque chose qui ressemblait moins à un animal qu'à une violation de la réalité elle-même. Il compose le numéro de sa femme. Chérie a répondu à la deuxième sonnerie, la voix chargée de sommeil. Willy, tout va bien? Il n'est même pas encore 6 heures. J'ai besoin que tu m'écoutes, dit-il, reconnaissant à peine sa propre voix. Elle semblait mince, tendue, comme si la peur la faisait sortir de lui. J'ai trouvé quelque chose ici. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas quoi faire. L'urgence de son ton la réveille brusquement. « Tu es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne suis pas blessé, dit-il en jetant un coup d'œil à l'eau. La chose semble avoir bougé légèrement, bien qu'il ne l'ait pas vu bouger. Mais il y a quelque chose ici. Quelque chose d'anormal. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai essayé de le photographier, mais ça n'apparaît pas. Chérie, quoi que ce soit, ça ne devrait pas exister. » Les mots semblaient insensés même pour lui, mais c'était un des seuls qu'il avait. Le brouillard se resserrait autour du bateau, s'épaississant jusqu'à ce que le monde lui paraisse insupportablement petit. Pour la première fois de sa vie, il ne se sentait plus chez lui dans les marais. Il se sentait hostile, alien. Willy dit « Chérie, avec fermeté, il faut que tu démarres le bateau et que tu rentres à la maison. Tout de suite. Ce que tu vois, laisse-le. On verra le reste plus tard, mais il faut que tu sortes de là. » Elle avait raison. Il savait qu'elle avait raison. Et pourtant, alors que Willy fixait la chose qui flottait silencieusement dans l'eau altérée, il comprit avec une froide certitude que ce qu'il avait rencontré ce matin-là l'avait déjà changé. Même s'il partait, même s'il ne revenait jamais dans cet endroit, le marais qu'il pensait connaître avait disparu à jamais. Mais alors même qu'il mettait le contact, il ne pouvait s'empêcher de fixer la chose dans l'eau, ne pouvait se défaire du sentiment que s'il partait maintenant sans comprendre ce qu'il avait trouvé, il le regretterait pour le reste de sa vie. La créature, faute d'un meilleur mot, sembla pulser, une fois une ondulation se déplaçant dans sa chair impossible. Et Willy Edwards, chasseur vétéran du bassin de l'Atchafalaya, prit une décision qui allait le hanter. Il resta pour observer la suite des événements, l'instinct d'un chasseur. Willy avait appris à lire le marais comme certains lisent les livres. Chaque ondulation à la surface de l'eau raconte une histoire, qu'il s'agisse d'un alligator se déplaçant sous l'eau, d'un poisson cherchant des insectes, ou simplement du vent troublant le calme. Chaque son a une signification. Les éclaboussures des différents animaux entrant dans l'eau, les cris d'alarme des oiseaux signalant les prédateurs, les changements subtils dans le bruit des insectes indiquant un changement de temps ou l'approche d'un danger. Ce ne sont pas des choses qu'il a étudiées de façon académique. Ce sont des connaissances absorbées pendant des milliers d'heures passées dans le bayou, des instincts aiguisés jusqu'à ce qu'ils opèrent sous le niveau de la pensée consciente. Cet instinct l'avait gardé en vie lorsqu'il avait frôlé d'énormes alligators, l'avait mis en garde contre les berges instables et les gouffres cachés, l'avait guidé dans le brouillard et l'obscurité lorsque la visibilité était inexistante. Willy faisait confiance à son instinct plus qu'à la plupart des gens, et son instinct ne l'avait jamais trompé dans le marais jusqu'à présent. Parce que chaque instinct qu'il possédait lui hurlait des messages contradictoires. Une partie de lui a détecté le danger, le cerveau postérieur primitif, reconnaissant que quelque chose était profondément mauvais et qu'il devait fuir immédiatement. Mais une autre partie tout aussi primitive a insisté sur le fait que ce qu'il voyait n'était pas dangereux au sens conventionnel du terme. La créature ne le menaçait pas, ne faisait pas preuve d'agressivité ou de comportement prédateur, elle était simplement là, existant, d'une manière qui violait sa compréhension de ce qui devrait être possible. Willy se força
à observer méthodiquement, à cataloguer les détails comme il le ferait en évaluant un alligator avant d'essayer de l'attraper. La chose mesurait environ 15 pieds de long, mais ses limites semblaient étrangement fluides, comme si les bords de sa forme n'étaient pas relativement fixes. La qualité pâle et translucide de sa chair lui permettait de voir des structures internes qui défiaient tout cadre biologique qu'il comprenait. Il semblait y avoir plusieurs chambres ou organes, mais ils n'étaient pas disposés de façon symétrique ou logique. Certaines sections pulsaient de façon rythmique, tandis que d'autres restaient complètement immobiles. Les membres, si on peut les appeler ainsi, étaient au nombre de 6, peut-être 7, selon que certains appendices étaient des structures séparées ou des extensions du corps principal. Elles se terminaient par ce qui ressemblait à une combinaison de doigts de vrille et de quelque chose qui ne ressemblait à aucun des deux, mais qui avait une fonction que Willy n'arrivait pas à deviner. Les articulations se pliaient d'une manière qui faisait souffrir ses propres articulations dans une impossibilité sympathique. Ce qui le perturbait le plus, c'était l'impression que la créature était consciente de lui. Il n'avait pas d'yeux qu'il pouvait identifier, pas d'organes sensoriels évidents, mais Willy se sentait observé avec une intensité qui lui dressait les cheveux sur la nuque. Il avait été observé par des alligators d'innombrables fois, avait appris à reconnaître cette évaluation prédatrice dans leur ancien regard reptilien. C'était différent. Il avait l'impression d'être examiné par quelque chose dont l'intelligence dépassait de loin la ruse animale, quelque chose qu'il étudiait avec la même horreur fascinée qu'il pensait en l'apprenant. Willy essaya à nouveau l'appareil photo de son téléphone, s'approchant de la chose, malgré son instinct de survie qui lui disait de garder ses distances. L'écran ne montrait que de l'eau trouble et l'étrange reflet iridescent. Il est passé en mode vidéo racontant ce qu'il voyait, tandis que la caméra ne captait rien. Il y a quelque chose dans l'eau, peut-être 15 pieds de long, de couleur pâle, d'une forme que je n'ai jamais vue. Ça flotte là sans bouger beaucoup, mais je peux le voir respirer ou pulser ou quelque chose comme ça. L'eau qui l'entoure a cette étrange couleur arc-en-ciel. Sa voix sur l'enregistrement semblait plus stable qu'il ne le sentait tombant dans le schéma familier de la narration documentaire après des années de tournage pour Swamp People. La routine de la description de ce qu'il a vu a aidé à calmer la panique qui menaçait de submerger son esprit rationnel. Le brouillard continuait de s'épaissir, et Willy se rendit compte avec un malaise croissant que les bruits normaux du marais avaient complètement cessé. Aucun oiseau ne criait, aucun insecte ne bourdonnait, même l'eau semblait avoir cessé son mouvement subtil et constant, devenant anormalement immobile, sauf à proximité immédiate de la créature. Le silence était si complet qu'il semblait oppressant, comme si l'on se trouvait dans une pièce insonorisée, plutôt qu'au milieu d'un écosystème vivant. Willy avait déjà vécu des phénomènes étranges, dans le marais, des lumières inexpliquées, se déplaçant dans les arbres, la nuit des boussoles, tournant inutilement, et des sections d'eau qui restaient inexplicablement chaudes ou froides, quelle que soit la saison. Les anciens racontaient que le bayou avait son propre esprit, sa propre conscience, qui se manifestait parfois d'une manière qui défiait toute explication rationnelle. Willy avait toujours écouté ces histoires avec un scepticisme respectueux, les classant comme des superstitions mélangées à des rencontres authentiques avec des phénomènes naturels rares. Mais cela semblait différent des histoires de fantômes et du folklore. Cela semblait à la fois tangiblement réel et incroyablement irréel, un paradoxe que son esprit avait du mal à réconcilier. Il pensa à son grand-père qui avait passé 80 ans dans l'Atchafalaya et qui avait parfois évoqué des choses qu'il avait vues et qu'il ne pouvait pas expliquer, changeant rapidement de sujet, lorsqu'on le pressait de donner des détails. Willy avait toujours pensé que le vieil homme embellissait pour faire de l'effet ou qu'il avait été témoin de phénomènes naturels qu'il n'avait pas les connaissances scientifiques nécessaires pour identifier correctement. Maintenant, en regardant la chose dans l'eau, Willy se demandait si son grand-père avait rencontré quelque chose de similaire et avait gardé ce savoir en silence plutôt que de risquer d'être rejeté comme fou ou sénile. La créature pulsa à nouveau plus distinctement cette fois, et l'eau irisée autour d'elle se mit à onduler en cercles de plus en plus larges. Willy a regardé les ondulations atteindre son bateau et passer en dessous. À ce moment-là, il a ressenti quelque chose non pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement, d'une manière qu'il n'avait pas le vocabulaire pour décrire. C'était comme une présence qui frôlait sa conscience vaste et totalement étrangère, qui entrait brièvement en contact avant de s'éloigner. La sensation le laissa haletant, le cœur battant, la chamade, la sueur perlant sur son front, malgré l'air frais du matin. Ce qu'il venait de vivre dépassait tout ce qu'il avait jamais ressenti. Même lors de ses rencontres les plus intenses,
avec des animaux sauvages dangereux. Il ne s'agissait pas de la peur d'un danger physique. C'était quelque chose de plus profond, la reconnaissance qu'il était en présence de quelque chose qui fonctionnait selon des règles qu'il ne comprenait pas, qu'il ne pouvait pas comprendre, qui étaient peut-être fondamentalement incompréhensibles pour la perception humaine. Les mains de Willy agrippèrent les flancs de son bateau si fort que ses jointures devinrent blanches. Il devait partir et passer le reste de sa vie à se demander ce qu'il avait abandonné. La partie pratique de son cerveau insistait sur le fait que partir était le seul choix raisonnable. Il avait des responsabilités, une famille qui dépendait de lui, un travail qui devait être fait, une vie qui n'incluait pas d'espace pour des créatures impossibles et des crises existentielles au milieu du marais. Mais la partie de Willy qui avait toujours été attirée par les mystères, qui avait choisi de chasser dans les zones les plus reculées et les plus difficiles spécifiquement parce qu'elle recelait des inconnus, à découvrir cette partie, ne pouvait pas supporter l'idée de se détourner de lui. Il fit quelque chose qui lui parut à la fois courageux et stupide. Il s'adressa directement à la chose. « Je ne sais pas ce que tu as dit, Willy, sa voix paraissant petite et absurde dans le silence oppressant. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre ou si vous vous en souciez, mais j'ai travaillé dans ce marais toute ma vie, et je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne veux pas vous faire de mal, et j'espère que vous ne voulez pas me faire de mal. J'ai juste besoin de comprendre ce que je suis en train de regarder. » La créature ne réagit d'aucune manière que Willy puisse détecter. Elle continua à émettre des pulsations subtiles, à flotter dans l'eau étrange et à exister dans sa configuration impossible. Mais Willy sentit quelque chose changer dans l'atmosphère, une diminution du poids oppressant qui pesait sur lui depuis qu'il avait repéré la chose pour la première fois. Il attendit, respirant à peine, que quelque chose se passe. Les minutes s'étirèrent, marquées seulement par le pouls rythmique de la créature et les battements de cœur de Willy qui tonnaient à ses oreilles. Le brouillard commença à se lever lentement, la lumière du matin pénétrant la grisaille et les minces rayons hésitants, la visibilité s'améliorant. Willy peut voir davantage les environs, et ce qu'il voit lui donne des hauts le cœur. L'étrange qualité iridescente ne se limite pas à l'eau qui entoure la créature. Elle s'étend dans toutes les directions, couvrant au moins un demi-hectare de la surface du bayou. Et dans l'eau affectée visible, maintenant que le brouillard se dissipe, flottaient des dizaines de poissons tout morts, présentant la même qualité pâle et translucide que la plus grande créature, comme si la force ou la substance qui avait créé cette chose transformait également tout ce qu'elle touchait. L'esprit de Willy s'embrouillait avec les implications. S'agissait-il d'une sorte de contamination, d'un déversement toxique qui avait muté ou transformé la faune de cette région, mais cela n'expliquait pas pourquoi son appareil photo n'arrivait pas à capturer la créature. Cela ne rendait pas compte de la sensation de conscience qu'il avait ressentie lorsque les ondulations étaient passées sous son bateau. Cela ne répondait pas au caractère fondamentalement erroné de l'anatomie de cette chose qui allait au-delà de toute mutation ou difformité. Son téléphone sonna, le faisant sursauter à tel point qu'il faillit le lâcher. Le nom de Chéri clignote sur l'écran. Il répond, la voix rauque. « Je suis là. Willy. » « Ça fait plus d'1 heure que tu es dehors. Randy et Junior se préparent à te trouver. Dis-moi que tu vas bien. Dis-moi que tu rentres. Ça fait vraiment 1 heure. » Willy a regardé l'heure sur son téléphone et s'est rendu compte qu'elle avait raison. Le temps s'était écoulé en quelques minutes, déformé par l'attention intense qu'il portait à la créature et par la nature surréaliste de l'expérience. « Je vais bien, a-t-il dit, même s'il n'était pas sûr que ce soit vrai. Je reviendrai. Mais chérie, quand j'arriverai, il faudra qu'on parle. » « Parler vraiment ? Parce que ce que j'ai vu ici... » Il s'arrêta, regardant la créature une dernière fois. Cela a changé tout ce que je pensais savoir sur ce marais. L'effet de ricochet. Willy est revenu sur le quai pour trouver toute sa famille, qui l'attendait, Chéri, ses fils Randy et Junior, et même sa fille Teresa, qui était venue en voiture dès que Chéri l'avait appelé pour s'inquiéter du comportement étrange de Willy au téléphone. L'inquiétude qui se lisait sur leur visage rendait Willy coupable d'avoir causé une telle alarme. Mais il ressentait aussi un besoin désespéré de partager ce qu'il avait vécu pour avoir des témoins de sa santé mentale à tout le moins. « On dirait que tu as vu un fantôme, dit Randy, alors que Willy sortait du bateau, ses jambes chancelantes, après être resté immobile si longtemps. « J'aimerais que ce soit un fantôme, répondit Willy. Je sais comment traiter les fantômes. Je sais ce que les fantômes sont censés être, ce que j'ai vu là-bas. » Il secoua la tête, luttant pour trouver ses mots. Je n'ai pas de cadre pour cela, je n'ai pas de façon de l'expliquer qui ne me fasse pas passer pour un fou.
Ils se sont installés à l'intérieur, se rassemblant autour de la table de la cuisine qui avait été le lieu d'innombrables discussions familiales au fil des ans. Chéri versa le café, pendant que Willy essayait d'organiser ses pensées, de trouver une façon de raconter l'expérience de la matinée qui ne susciterait pas immédiatement un rejet ou des inquiétudes quant à son état mental. Il commença par les faits, l'endroit isolé où il avait vérifié les lignes, la qualité étrange de l'eau, la créature qu'il avait trouvée en train de flotter dans l'eau. Il décrivit sa taille et son anatomie impossible, la façon dont son appareil photo refusait de l'immortaliser. Il mentionna le poisson mort, le silence oppressant, la sensation d'être observé par quelque chose d'intelligent et de totalement étranger. Randy et Junior échangèrent des regards que Willy ne pouvait raisonnablement pas interpréter. Scepticisme, inquiétude. Junior prend la parole en premier. « Papa, tu es sûr que tu n'as pas vu des choses ? Peut-être que le brouillard te joue des tours qui donnent l'impression que quelque chose d'ordinaire est bizarre. » « J'y ai pensé, » dit Willy. « J'ai passé les 20 premières minutes à essayer de me convaincre que j'interprétais mal ce que je voyais. Mais Junior, j'ai été dans ce marais par tous les temps, par toutes les lumières. Je sais faire la différence entre la distorsion du brouillard et le fait de voir quelque chose. C'était réel, c'était là. Mais ton téléphone n'a pas pu le photographier, a gentiment fait remarquer Teresa. Ça n'a pas de sens, papa. S'il était physiquement là, l'appareil photo aurait dû capturer quelque chose, même si l'image n'était pas claire. Willy s'était posé cette question pendant l'heure qu'il avait passée à observer la créature. « Je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je le sais. Mais je vous dis ce qui s'est passé. Soit mon téléphone a mal fonctionné d'une manière particulièrement commode, soit cette chose existe sous une forme que les capteurs numériques ne peuvent pas détecter. Je n'ai pas de meilleure explication. » Chéri était restée silencieuse pendant cet échange, observant son mari avec la connaissance intime de quelqu'un qui a été marié avec lui pendant plus de 30 ans. « Willy n'est pas un homme qui se laisse aller à la fantaisie, » dit-elle doucement. « S'il dit qu'il a vu quelque chose, c'est qu'il a vu quelque chose. La question est de savoir ce que nous allons faire. »« Nous devrions retourner en arrière, » a dit Randy avec détermination. « Nous tous, vérifier la zone documentée, tout ce qui s'y trouve. Voir si la créature de papa est toujours dans les parages. Si elle est réelle, nous trouverons des preuves. Si elle a disparu ou s'il y a une explication rationnelle, nous la trouverons aussi. » Willy ressentit un élan de gratitude pour l'approche pratique de son fils, mais l'idée de retourner dans ce canal noyé dans le brouillard lui serra l'estomac d'angoisse. « La chose n'est peut-être plus là, dit-il en guise d'avertissement. Et même si c'était le cas, je ne sais pas à quoi nous aurions affaire. J'ai senti une présence. L'intelligence. Je ne suis pas sûr qu'on doive s'attaquer à quelque chose comme ça sans comprendre ce que c'est ou ce dont il est capable. Maintenant tu parles comme si c'était dangereux, dit Junior, sa voix se teintant de frustration. D'abord tu dis que ce n'était pas menaçant, maintenant tu t'inquiètes de ce qu'il est capable de faire. Papa, tu n'as pas beaucoup de bon sens. La critique a piqué parce que Willy savait qu'elle était juste. Son propre récit était contradictoire, plein de réserves et d'incertitudes qui donnaient l'impression qu'il inventait les choses au fur et à mesure. Mais comment transmettre une expérience qui défie fondamentalement toute explication cohérente? Comment décrire la rencontre avec quelque chose qui existe en dehors des limites de la réalité normale, sans donner l'impression que vous avez perdu votre emprise sur cette réalité? Je sais que je n'ai pas de sens, admite Willy, la voix rauque de frustration. J'essaye de décrire quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots. La créature n'était pas agressive, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas dangereuse. Un ouragan n'est pas agressif non plus, c'est juste une force de la nature. Mais vous ne voulez toujours pas être pris dans un ouragan. C'est ce qu'a ressenti cette chose, pas maléfique ou hostile, mais puissante et totalement indifférente au fait que je vive ou que je meure. Quelque chose qui opère à une échelle si différente de la nôtre que notre bien-être ne lui est probablement même pas perceptible. Teresa se penche en avant, l'air pensif. « Papa, tu as dit que tu avais l'impression qu'elle était consciente de toi. Peux-tu nous en dire plus ? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est intelligente ?» Willy ferme les yeux, essayant de retrouver la sensation qu'il avait éprouvée lorsque les vagues étaient passées sous son bateau. C'était comme vous savez quand vous sentez que quelqu'un vous regarde, même si vous ne pouvez pas le voir, comme si vous pouviez sentir l'attention dirigée vers vous. C'était comme ça, mais amplifié 1000 fois. Et quand ces ondulations ont touché le bateau, c'était comme si quelque chose avait touché mon esprit directement, juste pour une seconde. J'ai ressenti cette immensité, ce sentiment de quelque chose de tellement plus grand, plus vieux et plus étrange que tout ce que j'ai jamais rencontré. Puis il s'est retiré comme s'il avait terminé l'examen qu'il était en train de mener.
La cuisine est devenue silencieuse. Willy pouvait voir sa famille en train d'analyser la situation, essayant de réconcilier l'homme qu'il connaissait, pratique bien ancrée rompue aux réalités de la vie dans les marais, avec l'histoire qu'il était en train de raconter et qui semblait sortir d'un film de science-fiction. Randy rompt le silence. D'accord, admettons que tout ce que vous décrivez est exactement ce qui s'est passé. D'après vous, quelle était cette chose, d'où venait-elle? Je n'en ai aucune idée, dit Willy en toute honnêteté. Une partie de moi se demande si cela a toujours été là, ou si des choses comme cela ont toujours été là et que nous ne les voyons pas la plupart du temps. Peut-être qu'il y a des aspects du marais de la nature en général qui existent juste en dehors de notre perception normale. Ou peut-être que c'est quelque chose de nouveau, une mutation due à la pollution, ou quelque chose qui est venu d'ailleurs et qui s'est retrouvé dans nos eaux. Tu veux dire comme un extraterrestre? La voix de Junior était apparemment sceptique. Papa, voyons. Tu dis que tu as trouvé un extraterrestre dans le bassin de l'Atchafalaya. Je dis que je ne sais pas ce que j'ai trouvé. La voix de Willy s'élève, avec la frustration d'être incapable de fournir les réponses claires que sa famille attendait. Je dis que c'était différent de tout ce que j'ai connu, différent de tout ce qui devrait exister selon tout ce que je sais de la biologie et de la nature. Je ne peux pas vous dire si cela en fait un extraterrestre, une mutation ou quelque chose d'entièrement différent. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vu et ressenti. Chérie a posé une main apaisante sur son bras. Personne ne vous attaque, Willy. Nous essayons juste de comprendre. C'est beaucoup à assimiler. Willy prend une grande inspiration, se forçant à se calmer. Je sais, je suis désolé. C'est juste que ça fait des heures que je suis assise avec ça et je n'arrive toujours pas à comprendre. Et le pire, c'est que je ne sais pas si je dois le signaler. À qui le signalerai-je? À la faune et à la pêche? Ils penseraient que j'ai perdu la tête. Aux gardes-côtes, même problème. Et même si quelqu'un me prenait au sérieux, que se passerait-il alors? Mettrait-il la zone en quarantaine? Envoyerait-il des scientifiques qui ne peuvent pas plus photographier la chose que je ne pourrais le faire? Rejetterait-il toute l'affaire en la qualifiant de gaz des marais ou d'hystérie collective? Il n'y avait pas d'hystérie collective, a fait remarquer Randy. Juste vous, un témoin de quelque chose d'impossible. Ça va être difficile à vendre, peu importe à qui vous vous adressez. Cette observation met en évidence l'isolement de Willy. Il est le seul témoin d'un événement qui a bouleversé sa compréhension de la réalité et il n'a aucune preuve matérielle pour étayer son récit. Même si sa famille le croit et qu'il peut voir dans leurs expressions le doute le disputer à la loyauté, il sera presque impossible de convaincre qui que ce soit d'autre. Teresa avait sorti son téléphone et tapé quelque chose. Il y a des organisations de recherche qui enquêtent sur les phénomènes inexpliqués, dit-elle. Des groupes de cryptozoologie, des enquêteurs sur le paranormal, ce genre de choses. Peut-être pourrions-nous les contacter pour voir si quelqu'un d'autre a rapporté des rencontres similaires. Willy a ressenti un éclair de résistance à l'idée d'être associé aux enquêteurs du paranormal et à la cryptozoologie, des domaines qu'il avait toujours considérés comme de la pseudoscience et de la recherche d'attention. Mais quel choix avait-il? La science dominante rejetterait son récit sans enquête. Les chercheurs qui se spécialisent dans l'inexpliqué peuvent être disposés à écouter avec un esprit ouvert. « Laissez-moi d'abord revenir en arrière, dit Willy. Seul. J'ai besoin de voir si la chose est toujours là, si la zone présente toujours les mêmes signes. Si tout a disparu, si tout est redevenu normal, alors j'ai peut-être halluciné. Il y a peut-être une explication médicale du monoxyde de carbone provenant du moteur du bateau ou une sorte d'événement neurologique. Mais si c'est toujours là, si je peux documenter quoi que ce soit, alors nous saurons que je ne suis pas fou. Tu n'y retournes pas seul, dit Randy avec fermeté. Si cette chose est dangereuse ou si quelque chose ne va pas dans cette partie du marais, tu as besoin de renfort. Je viens avec toi. Willy voulait refuser. Il voulait protéger son fils de tout ce qu'il pourrait rencontrer dans ce canal noyé dans le brouillard. Mais il ressentait aussi un besoin désespéré de validation d'une autre Père Dieu pour confirmer que ce qu'il avait vu était réel. Demain matin, il a accepté. Tôt avant que le soleil ne soit complètement levé. C'est là que je l'ai trouvé. Le reste de la journée s'écoula dans un vide étrange. Willy essayait de se concentrer sur les tâches quotidiennes, l'entretien de l'équipement, la paperasserie et les appels des personnes intéressées par la chasse. Mais son esprit revenait sans cesse à la créature, à la sensation d'une vaste intelligence qu'il examinait aux poissons morts, flottant dans l'eau iridescente. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait cette forme pâle et impossible pulser dans la lumière grise du matin. Cette nuit-là, le sommeil fut impossible. Willy resta éveillé, écoutant la respiration de Chérie à côté de lui, fixant le plafond
et se débattant avec des questions qui n'avaient pas de réponse. Qu'avait-il rencontré? Pourquoi lui était-elle apparue? Qu'est-ce que cela signifiait pour sa compréhension du monde du Marais, qu'il pensait connaître si intimement et peut-être le plus troublant? Que se passerait-il s'il y retournait demain et ne trouvait rien, que la créature avait disparu, que l'eau était normale? Toute preuve avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Serait-ce mieux ou pire que de la retrouver? Willy ne le savait pas. Il savait seulement que quelque chose de fondamental avait changé en lui pendant cette heure d'observation, qu'il avait été changé par cette rencontre d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. Le Marais avait été son sanctuaire, son lieu de travail, sa seconde maison pendant toute sa vie. Maintenant, il se sentait comme un territoire étranger, cachant des secrets auxquels il avait été aveugle, des mystères qui avaient toujours existé juste au-delà de sa perception. Demain apporterait des réponses ou plus de questions, ou la confirmation qu'il avait perdu son emprise sur la réalité. Willy n'est pas sûr de savoir quelle issue l'effraie le plus. À la recherche d'explications, Willy et Randy ont mis le bateau à l'eau avant l'aube, armés de plusieurs appareils photo et de matériel d'analyse de l'eau. Ils sont déterminés à documenter ce que Willy a rencontré dans le bayou. Après 40 minutes de navigation dans des chenaux noyés dans le brouillard, ils atteignent l'endroit où Willy a vu la créature pâle flotter dans une eau irisée entourée de poissons morts. L'eau est normale. Pas d'éclat, pas de contamination, pas de créature. Willy se sentait à la fois écrasé et soulagé. Randy a méthodiquement testé l'eau, les niveaux de pH, la température, tout était normal. Ils ont cherché pendant 2 heures sans rien trouver d'anormal. Aucun poisson mort, aucun résidu, aucune preuve de la rencontre de Willy moins de 24 heures plus tôt. « Je ne suis pas fou », a insisté Willy. Elle était là. Randy croyait que son père avait vu quelque chose, mais il pensait qu'il s'agissait d'une contamination temporaire qui s'était dissipée. Willy savait que cela n'expliquait pas la créature elle-même, ni la raison pour laquelle son appareil photo n'avait pas pu l'immortaliser. Pendant 3 jours, ils ont interrogé les plus anciens habitants du bayou, des chasseurs et des pêcheurs qui ont passé leur vie dans l'Atchafalaya. Après une réticence initiale, environ la moitié d'entre eux ont tranquillement partagé leurs propres rencontres inexplicables. Auguste Broussard, 83, a décrit des lumières sous l'eau dans les 1960 qui ont rythmé son bateau pendant des kilomètres. Marie Thibaudot a parlé de zones marécageuses où le temps s'écoulait différemment, où les minutes semblaient être des heures. James Hebert s'est souvenu que l'équipage d'une plateforme pétrolière avait été témoin du déplacement d'une chose massive et intelligente dans l'eau, un incident que la compagnie a étouffé. Chaque histoire a confirmé l'expérience de Willy, mais n'a pas apporté de réponse concrète, seulement un témoignage de l'étrangeté persistante du Marais. Willy a également consulté des scientifiques. Le docteur Elena Vasquez, cryptozoologue à Tulane, a écouté sans porter de jugement et a suggéré des espèces isolées évoluant dans des environnements extrêmes. Mais Willy savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un animal inhabituel, mais de quelque chose que son appareil photo ne pouvait pas capturer, quelque chose qui modifiait son environnement par le simple fait d'exister. En l'absence de preuves matérielles d'échantillons de tissus d'eau contaminés de photographies, le docteur Vasquez ne peut approfondir ses recherches. Le fait que Willy n'ait pas prélevé d'échantillons pendant que le phénomène se produisait le hante. Il retourne sur les lieux à plusieurs reprises, à des heures et dans des conditions différentes, mais le canal reste obstinément normal. La fenêtre qui s'était ouverte s'est refermée. La recherche a eu des conséquences psychologiques. Willy est devenu obsédé, passant des nuits blanches à faire des recherches sur les phénomènes paranormaux, les découvertes inexpliquées, les dimensions parallèles et la physique quantique. Une nuit, à 2 heures du matin, Chérie l'a trouvé devant l'ordinateur épuisé et le regard creux. « Tu te rends malade », lui a-t-elle dit. L'obsession n'apportera pas de réponse. Comment revenir à une vie normale en sachant que tout ce que nous pensons savoir est incomplet ? Demanda Willy avec désespoir. Chérie offrit une perspective différente. Peut-être que le fait de rencontrer quelque chose d'inexplicable n'est pas une invitation à le résoudre. C'est peut-être un rappel qu'il y a encore de l'émerveillement et de l'étrangeté dans le monde, que nous ne savons pas tout. Ces mots ont résonné. La rencontre n'était pas une question de maîtrise, mais d'humilité. Il s'agit de reconnaître les limites de la compréhension humaine. Je ne sais pas comment vivre avec le fait de ne pas savoir, a admis Willy. On apprend, a dit Chérie, un jour à la fois. Vous acceptez que cela soit arrivé, que cela vous ait changé, et vous ne comprendrez peut-être jamais pourquoi.
Alors vous continuez à vivre parce que le mystère n'efface pas tout ce qui compte. Ce n'est pas la réponse que Willy attendait, mais c'est peut-être celle dont il avait besoin. Le Bayou a tout donné à Willy, son gagne-pain, son identité, sa raison d'être. Maintenant, cela lui avait donné une chose de plus, l'humilité face à l'inconnaissable. Il était changé irrévocablement, mais peut-être que le changement était ce dont il avait besoin depuis le début. Certains mystères restent des mystères. Willy Edwards avait appris à vivre avec cela. La rencontre de Willy l'a transformé d'un homme qui a conquis le Marais en un homme qui respecte ses mystères. Il n'a jamais trouvé de réponse, n'a jamais prouvé ce qu'il avait vu, mais a acquis quelque chose de plus précieux. La sagesse d'accepter l'incertitude et l'humilité de reconnaître que certaines expériences transcendent la compréhension, nous laissant à jamais changer par ce que nous ne pouvons expliquer.